Je suis arrivée en Tunisie durant le repos hivernal, qui est une sorte de petite mort de la vigne. Moment où la sève ne circule plus dans la plante et où les feuilles font étinceler, dans un ultime flamboiement, leur dernier souffle de vie. Et cette période trouve un écho dans mon âme, car moi aussi je suis épuisée par la vie. À l'entrée du domaine, un petit cimetière paisible tient à nous rappeler que la vigne n'appartient pas à l'homme, mais que l'homme appartient à la vigne. C'est ce moment que choisissent les villageois pour réaliser la taille d'hiver, pratiquée toujours dans le même rituel que les anciens Carthaginois et leurs actuels descendants. Une taille courte, limitée à 2 yeux de chaque courson, comme si la vigne, elle aussi, avait besoin de voir et d'être vue. Et quand la fatigue commença à se faire ressentir, une amie m'invita à goûter les baies sauvages du Lycium, censées donner l'éternité. Et pour un moment, je devins Lycium, cep de vigne et odeur de la terre. Ailleurs, sous d'autres cieux et d'autres cépages, la vigne est arrimée à sa palissade, comme moi à ma détresse. Mais cette angoisse, je la sentais se consumer progressivement au feu de l'amitié. Et pendant que la vigne entrait en dormance, je décidai de mon côté de partir le long des sentiers où elle avait l'habitude de s'épanouir, en m'interrogeant sur le sens de ma vie, sur le sens de la vie. Surplombant la mer, la vigne prise dans ses songes étirait ses bras vers le ciel. Face au mont Kminaria, à la fois proche et lointain, comme ce bonheur que je tentais d'atteindre à travers ma traversée tunisienne. Grâce à la vigne, j'ai appris que tout ce qui existe a une âme, les animaux, les plantes, le ciel et la mer. Les ruines aussi ont une âme, celle de Kerkouane, bâtie à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ et qui rappelle l'histoire prestigieuse de la Tunisie. Sous le signe de Tanit, déesse titulaire, je priai un instant, dans l'espoir d'être touché par sa grâce, ne cédant qu'à l'appel de la citadelle de Kélibia, à la fois austère et mystérieuse. Je regardais le ciel dans une prière muette, sollicitant une paix qui tardait à venir. Avec le printemps, la montée de sève de la vigne donna le signal de la montée en vert. À leur manière, les becs roses participaient à l'effeuillage permettant d'aérer les baies. Les femmes pratiquaient l'essaimage, qui permettait d'améliorer l'ensoleillement des grappes et la bonne maturation des raisins. L'âne du domaine apportait son aide, en éliminant la partie supérieure des rameaux. Pendant que les guêpes continuaient à protéger la vigne des prédateurs, sous l'œil méditatif de la tortue, qui semblait rappeler que depuis la nuit des temps, la vigne, l'âne, les guêpes, les nuages, les oiseaux et les hommes, tous sont frères et solidaires. Lorsque les hommes avaient fini de récolter les champs de blé, que les tournesols avaient fleuri, et que la terre, le soleil et l'eau avaient fait leur œuvre, l'ancêtre et l'ingénieur arrivaient à pas feutrer pour vérifier si les baies étaient mûres à point. Ils vérifiaient leur couleur, leur goût, leur arôme, et décidaient ensemble
qu'il fallait commencer les vendanges. Pendant une année, j'ai été témoin de la générosité et de la sagesse de la vigne, qui font tellement défaut au monde d'aujourd'hui. Je crois que la vigne veut nous dire tout simplement que le bonheur consiste en fait à donner du bonheur aux autres. Quand comprendrons-nous? Quand écouterons-nous la leçon de la vigne? La vigne veut nous dire aussi que tout est intention. Car au moment où certaines feuilles s'endorment pour l'hiver, d'autres repoussent à contre-saison, rien que parce qu'elles croient au printemps. La Tunisie aussi croit au printemps.